Symbole du développement aéronautique, Orly est le deuxième aéroport de France, avec 33 millions de passagers par an. Paris-Orly, c'est une trentaine de compagnies aériennes, 300 à 350 décollages et autant d'atterrissages par jour. Mais aujourd'hui, la plateforme doit s'adapter à une fréquentation de voyageurs toujours croissante. Pour rester compétitif et devenir l'égal des plus grands aéroports européens, Orly s'offre un sérieux coup de neuf. C'est une renaissance, un renouveau d'Orly. C'est vraiment l'aboutissement d'un vaste projet de rénovation de l'aéroport. C'était un véritable défi qu'on réalise peut-être qu'une seule fois dans sa carrière. Depuis 4 ans, la totalité des installations s'agrandit et se modernise. Un chantier pharaonique de plus d'1 milliard d'euros pour faire d'Orly la plateforme du 21e siècle. A commencer par sa nouvelle aérogare, 250 mètres de long et près de 20 mètres de haut. La jonction entre les deux anciens terminaux. La plus grande difficulté du chantier a été de construire ce bâtiment de 88 mètres carrés dans un espace extrêmement réduit. Mais le plus grand défi de ce chantier, c'est que toutes ces transformations ne doivent en aucun cas empêcher l'aéroport de fonctionner normalement. C'est un chantier qui ne doit pas perturber tous les accès de l'aérogare pour les passagers et les utilisateurs, également qui ne doit pas perturber le fonctionnement de l'aéroport et des avions. Un tour de force que doit également relever la tour de contrôle. Grâce à des logiciels de réalité virtuelle, sa modernisation s'est opérée en seulement 4 mois. Le tout sans impacter la continuité du contrôle aérien. Une performance. Les ingénieurs ont profité de ce chantier pour accroître la sûreté de l'aéroport. Scan de bagages, détecteur d'armes, contrôle d'identité à reconnaissance faciale, des technologies dernier cri qui permettent de répondre à la menace terroriste grandissante sans ralentir les passagers. La sûreté occupe environ 1/5 de la surface totale du bâtiment. Sûreté et fluidité en surface, mais aussi en sous-sol, où un nouveau système de tri-bagages a été installé. Une avancée technologique hors du commun, capable de traiter jusqu'à 3600 valises par heure. Ce trieur de bagages, il va nous apporter énormément de robustesse opérationnelle, énormément d'efficacité. Une efficacité qu'Orly doit atteindre aussi en matière d'accessibilité, s'il veut réussir sa mutation. Pour faciliter l'accueil de ces nouveaux passagers, l'aéroport prévoit d'être bientôt desservi par 2 lignes de métro. Une première en France qui fera plus que jamais d'Orly un aéroport dans la ville. Il faut arriver à créer un espace dans lequel on va insérer la gare. On va changer profondément la façon de se déplacer pour rejoindre l'aéroport. Embarquement au cœur du nouvel aéroport d'Orly. En période de pointe, Orly, c'est un vol toutes les 47 secondes et pas moins de 100 000 passagers transportés par jour. Le tout à 12 km au sud de Paris et avec seulement 3 pistes. Mais aujourd'hui, l'aéroport doit se réinventer. Une métamorphose géante, un chantier pharaonique qui va donner à Orly un nouveau visage. C'est porteur d'une ambition très forte qui est de développer, moderniser les installations de cet aéroport, les amener aux meilleurs standards internationaux. Si Orly s'offre un lifting géant, il en profite aussi pour changer de nom. On dit au revoir à Orly Sud et à Orly Ouest. Dans l'inconscient collectif, eh bien, c'est un changement majeur. Le nouvel aéroport s'appelle tout simplement Paris-Orly. Au cœur de ce nouvel ensemble, Orly 3 fait la jonction entre les anciens terminaux qui deviennent Orly 1 et Orly 2 à l'ouest et Orly 4 au sud. Les travaux permettent de créer un terminal unique de près de 2 km. À lui seul, le nouvel Orly 3 s'étend sur 80 000 m² et est capable d'accueillir 8 millions de passagers supplémentaires par an. Ce bâtiment de jonction, c'est 4200 tonnes d'acier, soit la moitié de la Tour Eiffel. C'est aussi 9500 m² de verre, soit 4 fois la surface vitrée de la pyramide du Louvre. Coût de l'opération, 450 millions d'euros. Un investissement qui permet une modernisation sans égale depuis la naissance de l'aéroport, il y a plus de 50 ans. La date de 2019 sera fondamentale dans l'histoire de l'aéroport, avec bien sûr 1961, la création du terminal sud, inauguré par le général de Gaulle. C'est dans les années 60 et 70 que Orly prend son premier envol.
La cérémonie d'aujourd'hui consacre l'aérogare d'Orly comme l'une des plus frappantes réalisations françaises. Paris-Orly, c'est effectivement le berceau du transport aérien commercial en France. C'est l'envol de ce transport de masse qui a connu un essor phénoménal au sortir de la guerre. Ce bâtiment futuriste pour l'époque, fait de verre et d'acier, devient la vitrine du savoir-faire français. Plus qu'une aérogare, c'est une ville que l'on visite en famille le dimanche. Alors, les Franciliens sont attachés à Paris-Orly, notamment pour les terrasses, qui ont vu des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de Franciliens venir voir décoller le dimanche les avions. À la fin des années 60, plus de 9 millions de personnes ont pris l'avion à Orly. Mais avec l'ouverture de Roissy-Charles de Gaulle en 1974, Orly perd sa place de premier aéroport français. La plateforme devient progressivement une belle endormie. Les aérogares Orly-Ouest et Orly-Sud anciennes pâtissaient d'une image un peu vieillotte et surtout n'étaient plus adaptées aux compagnies aériennes d'aujourd'hui. Effectivement, les zones d'accueil, notamment pour l'enregistrement, étaient vraiment très petites, très contraintes. Orly doit aussi faire face au développement du trafic aérien prévu dans les prochaines années. La croissance annuelle va être soutenue de l'ordre de 2% par an. C'est 600 à 700 000 passagers de plus par an. Le bâtiment de jonction est là pour accompagner cette croissance dynamique du trafic passager. Avril 2015. Le compte à rebours est donc lancé. L'aéroport se donne 4 ans pour faire peau neuve. Et ça commence avec la construction du bâtiment de jonction Orly 3. La plus grande difficulté du chantier a été de construire ce bâtiment de 88 mètres carrés dans un espace extrêmement réduit. Il était contraint de tous les côtés. D'une part par les 2 terminaux, mais aussi par les parkings et le tarmac. Avec un défi majeur, ne pas interrompre les vols pendant la période des travaux. Pas question en effet de faire supporter les contraintes de cet énorme chantier aux passagers. Ce bâtiment a été construit sur des anciens points de parking, donc pendant un certain temps, on a dû accepter de traiter plus de vols au large avec acheminement des clients en bus. Première étape de cette immense rénovation, refaire les accès voyageurs pour qu'ils puissent prendre leurs avions en temps et en heure. De nouveaux accès sont également construits pour permettre aux camions et aux machines de rejoindre le chantier. Il a fallu, dans le cadre des travaux préparatoires, repenser l'intégralité des accès routiers aux aérogares. Énorme problème au cœur du chantier de construction du nouveau bâtiment, cet immense pont autoroutier. 52 mètres de long et 700 tonnes de béton qui surplombent des parkings. Pour libérer l'espace du chantier, il faut le démolir entièrement. On ne pouvait pas, comme beaucoup de viaducs, simplement le poser par terre, puisque la dalle du parking n'était pas suffisamment portante pour ce faire. On doit donc mettre toute une structure qui va reporter le poids du viaduc sur les piles pour pouvoir ensuite le scier. Le pont autoroutier est découpé en rondelles comme un vulgaire saucisson. Des tranches de béton qui sont évacuées par une énorme grue de 700 tonnes. Et cette grue va prendre chaque nuit 5 ou 6 colis de 20 à 40 tonnes pour les déposer, les redécouper, les mettre sur des camions. C'est quelque chose qui est assez compliqué et qui nécessite un grand soin parce qu'on casse des objets qui font plusieurs tonnes en béton. Une opération périlleuse qui se déroule de nuit aux heures de fermeture d'Orly entre 23h30 et 6h du matin. 6 nuits seulement seront nécessaires pour évacuer les 19 blocs de béton du pont autoroutier. Détruire des infrastructures existantes, créer de nouveaux accès ou une nouvelle aérogare, comment concilier un tel chantier avec la zone de sûreté de l'aéroport d'Orly? Particulièrement sensible, cette zone permet de sécuriser le transport aérien et elle implique de nombreux contrôles. Plus on approche de l'aéroport et plus la sûreté, elle augmente. Donc forcément, on a passé un tas de filtres
pour se dire que c'est bien les bonnes personnes qui rentrent, c'est bien les bonnes personnes qui travaillent autour et qu'elles ne sont pas porteuses de quoi que ce soit, d'articles prohibés, d'armes, etc. Voilà le type de contrôle que subissent tous ceux qui travaillent au cœur de cette zone aéroportuaire protégée. Badge biométrique, portique détecteur de métaux, chaque ouvrier est scrupuleusement contrôlé, tout comme les outils et les véhicules. On avait tout un flux de camions, surtout au début du chantier, pour approvisionner la structure du bâtiment. Et également en termes d'ouvriers, on avait en pointe entre 500 et 600 ouvriers sur le chantier en permanence. Pour ces ouvriers et leurs entreprises investies dans la construction du bâtiment de jonction, toutes ces contraintes pourraient virer au cauchemar. Alors, une décision radicale est prise. On a dû choisir de mettre le chantier en zone publique pour faciliter l'accès des matériaux et des personnes sans avoir à faire de contrôle sûreté. La zone de sûreté est donc déplacée de façon à ce que le chantier en soit exclu. Et c'est en évitant les contrôles des ouvriers et l'inspection de leurs camions que le chantier est resté dans les délais prévus. Voilà à quoi ressemble la zone sur laquelle va s'ériger Orly 3. Les ingénieurs ont 4 ans pour construire le nouveau bâtiment et ils vont faire un choix audacieux. Nous avons fait un bâtiment en acier, essentiellement pour des questions de rapidité de construction. Le temps de chantier étant assez contraint, l'acier est une des meilleures solutions pour construire vite. Le bâtiment de jonction a été une des constructions les plus difficiles à réaliser en termes de complexité technique et l'ensemble dans un délai très tendu. Construire le même bâtiment en béton aurait pris 1 année de plus. Mais métal ou pas, pour assembler ce mécano géant, des grues sont indispensables. Et là encore, sur le chantier d'Orly, rien n'est simple. Une grue qui pourrait être nécessaire pour transporter des matériaux ne pourra pas, en fonction de l'endroit où elle évolue, avoir une élévation supérieure à 30, 35 ou 40 mètres. On n'a pas le droit, par exemple, d'utiliser des grues à tour, des grues fixes. On est obligé de travailler avec des grues dites mobiles, qui sont rétractables très rapidement, pour justement éviter d'empêcher le visuel depuis la tour de contrôle. Avec 700 atterrissages et décollages par jour, la tour de contrôle est le centre névralgique d'Orly. Au moindre dysfonctionnement, c'est l'aéroport qui ferme. Impossible sans elle de sécuriser le trafic aérien. Une tour de contrôle, c'est comme une aérogare, ça vieillit. Les équipements qui sont à l'intérieur de la tour, eh bien, ils ont besoin d'être régulièrement rénovés, modernisés. 50 mètres de haut et une forme reconnaissable entre toutes, la tour de contrôle d'Orly avait besoin d'être intégralement repensée. En novembre 2017, l'aéroport va vivre une des périodes les plus sensibles de son existence. Car comment moderniser la tour de contrôle sans affecter le trafic? Voici l'espace à rénover. Depuis les années 60, c'est d'ici que les contrôleurs visualisent le balai aérien. 50 mètres carrés ultra bruyants, entourés d'une immense baie vitrée, que l'on appelle dans le jargon la vigie. Sur les 44 Papa Québec, ce sera Bravo 62 a priori qui va se libérer d'ici quelques minutes. 2854, bonjour, taxi by the left, Lima Romeo, stand Papa 12. Pour ne pas interrompre l'activité de l'aéroport, il faut créer une salle de contrôle provisoire, un étage plus bas. Problème, l'espace n'est pas adapté. Il a fallu modifier l'aspect extérieur de la tour de contrôle pour créer des espaces vitrés au niveau qui se trouve sous la vigie. Rapidement, les anciens hublots sont remplacés par des grandes baies vitrées afin d'augmenter le champ de vision des contrôleurs aériens. Mais la plus grande difficulté est de basculer l'intégralité des systèmes radars, GPS et radio sans que le contrôle aérien en pâtisse. Réaliser un tel basculement, on peut dire qu'il n'y a qu'à débrancher, rebrancher. C'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il faut pouvoir garantir la sécurité et il faut pouvoir aussi garantir la continuité, la régularité des vols. On ne peut pas se permettre que le matin à 6 h, dire bah non, finalement ce matin ça ne marche pas, on n'ouvre pas. Après plusieurs nuits de tests et d'aménagement, le basculement est enfin réalisé et les contrôleurs s'installent dans cette vigie provisoire. À l'étage du dessus, peut alors démarrer la rénovation de la salle de contrôle, devenue obsolète.
Un chantier, de jour comme de nuit, profitant au maximum de la fermeture d'Orly de 23h30 à 6h du matin. Ça a été un chantier complexe parce qu'il y avait toutes les contraintes réunies dans un petit espace. Il y avait des contraintes techniques, il y avait des contraintes temporelles, de réalisation, il y avait des contraintes d'accès parce qu'il a fallu monter plus de 30 tonnes de matériaux à 45 mètres de haut et pouvoir en évacuer autant. Et le tour de force est d'autant plus grand que le chantier ne doit pas mettre en péril la sécurité aérienne. Et une de nos principales craintes était de couper un de ces câbles radio qui sont très importants pour nous. Si ces câbles avaient été coupés, ça aurait pu compromettre l'ouverture du terrain le matin à 6h. Durant 4 mois, la Vigie fait peau neuve et intègre toute la technologie moderne. À commencer par des plafonds isolants phoniques qui sont installés pour offrir aux contrôleurs plus de confort de travail. Dans l'ancienne Vigie, il y avait beaucoup de réverbération et les contrôleurs s'entendaient les uns les autres. Avec la nouvelle Vigie, nous avons maîtrisé les flux sonores. En conséquence, la sécurité des échanges avec les avions est bien meilleure puisqu'il n'y a pas de risque de perturbation les uns avec les autres et ça améliore la concentration aussi. De nouveaux postes de travail sont créés. Entièrement numérisés, ils permettront de traiter la totalité des données d'un vol. Identification des appareils, trajectoire, altitude ou provenance. L'objectif était de pouvoir doter les contrôleurs d'un espace de travail plus adapté aux nouveaux besoins et puis se préparer à l'arrivée des nouveaux systèmes du contrôle aérien par un système plus intégré qui va permettre de numériser dès le début de la vie du vol l'ensemble des informations. Pour optimiser toute cette rénovation, les ingénieurs ont utilisé une technologie virtuelle, la même que celle des jeux vidéo. Chaque contrôleur a ainsi pu tester son futur environnement de travail. On a modélisé numériquement toute la Vigie avec des casques 3D. On a pu immerger les contrôleurs le plus tôt possible dans leur futur environnement de travail et détecter en amont s'il y avait des points qui pouvaient poser problème et les corriger très tôt. Bonjour, c'est Delta 22. Information Golf, QNH 1022, on est sur des mobilité pour la clearance de départ. Mars 2017. La chape de béton a été posée sur la structure métallique du bâtiment de jonction. Commencent alors les premiers aménagements intérieurs. Et pour les concevoir, les ingénieurs font appel à un logiciel révolutionnaire. Il permet de modéliser intégralement le nouveau bâtiment et d'anticiper le comportement des futurs voyageurs. Cette maquette numérique 3D nous a permis de modéliser à la fois les études de structure, mais aussi les études de flux passagers. On s'est promené dans cette maquette virtuelle pour pouvoir vérifier l'ensemble de ces données à la fois fonctionnelles, mais aussi d'espace architectural. Pour éviter les erreurs du passé, Orly 3 est aussi conçu pour évoluer. À quoi ressembleront les avions dans le futur? Quelles seront les attentes des voyageurs? Impossible de le savoir pour le moment. Seule certitude, le bâtiment s'adaptera. Une aérogare, ça doit être flexible parce que l'ensemble des comportements, l'ensemble des avancées technologiques, tout est en perpétuelle évolutivité. On essaye de réfléchir, d'avoir une vision un peu prospective de ce que pourrait être demain, de façon à pouvoir avoir de la souplesse pour faire évoluer, vivre ce bâtiment. Il existe dans les sous-sols d'Orly une autre activité qui avait besoin d'être totalement modernisée. Le tri des bagages. Les systèmes de tri-bagages d'Orly étaient vraiment d'ancienne génération. On n'était plus capable de les faire évoluer dans les bâtiments existants. On est à l'étroit. Au cœur du nouveau bâtiment Orly 3, sous les pieds des voyageurs, un immense espace est totalement créé et dédié au tri des bagages. Une salle de 9800 mètres carrés, plus grande qu'un terrain de foot, avec 7 mètres de hauteur sous plafond. On a créé des sortes de cathédrales où on vient héberger des systèmes de tri bagages de plus en plus sophistiqués. C'est une technologie spécifique avec beaucoup de moteurs pour permettre le cheminement des bagages depuis l'enregistrement jusqu'à leur arrivée à l'avion. Avant d'entrer dans cette cathédrale high-tech, les bagages sont identifiés dès le comptoir d'enregistrement par une étiquette portant un code barre.
Celui-ci contient toutes les informations. Numéro du vol, destination finale, poids. Des informations indispensables pour un acheminement correct des bagages. Dans les sous-sols d'Orly, le voyage ne fait que commencer. Le système est composé de 2 immenses tapis roulants de 200 mètres chacun, ici visualisés en rouge. C'est ce que l'on appelle des trieurs. Ils sont capables de lire en temps réel, grâce à des lecteurs optiques, l'étiquette des bagages et son code barre. Le trieur va nous assurer que le bagage, en fonction de la destination qui a été lue sur les étiquettes code à barre, soit routé vers la bonne destination. Une fois l'étiquette lue, le plateau sur lequel la valise est installée bascule vers le centre du système de traitement des bagages, vers ce que l'on appelle les carrousels. Les carrousels, ici en bleu, sont au nombre de 12. Ces tapis roulants permettent aux bagages, une fois triés, de rejoindre les containers, en jaune, qui les transporteront vers leurs avions. Au total, cette installation automatisée de près de 4 km peut traiter jusqu'à 3600 bagages par heure. Un nouveau système qui a un coût, 30 millions d'euros. Le prix pour faire d'Orly l'un des aéroports les plus performants d'Europe. Ce trieur de bagages, il va nous apporter énormément de robustesse opérationnelle, d'efficacité. Le système évite même d'interrompre le flux des bagages en cas de panne. Des tapis roulants de secours sont prévus pour permettre aux valises de toujours arriver à destination. C'est un peu une belle voiture de course, une Formule 1, peut-être pas, mais en tout cas une belle voiture de course. Il faut apprendre à la dompter. Seul bémol de cette organisation particulièrement sophistiquée, elle demande effectivement des réglages de précision. Avant sa mise en exploitation, Orly a multiplié les tests. Avril 2019. Pour la première fois, l'aéroport organise une opération grandeur nature. Pour limiter les couacs, 4 compagnies et quelques centaines de passagers sont invités à éprouver le nouveau tri-bagages. Non, ok, donc on attend le go d'Air France, quoi. Ok. Donc aujourd'hui, on est sur une grosse journée de vol test. C'est un peu la dernière occasion pour nous de tester la robustesse de nos équipements, à la fois à l'enregistrement, sur l'embarquement et surtout dans le tri-bagages. Plus de 1500 bagages ont été injectés ce jour-là dans le circuit. On a essayé de se préparer avec plus d'1 an d'avance pour préparer les équipes et les compagnies à l'ouverture. On a fait le choix de basculer les compagnies au fur et à mesure dans le nouveau bâtiment pour éviter de saturer directement l'aérogare. Mais l'opération ne sera totalement réussie qu'après le passage des bagages dans le nouvel appareil de sûreté dont s'est doté Orly 3, le tomographe. On en compte 7 au total. Nous devons contrôler la totalité des bagages avec des machines de sûreté très performantes, avec donc des volumes de bagages considérables. La sûreté est très présente dans le système de tri-bagages, avec plusieurs appareils qui vont scanner l'ensemble des bagages qui vont partir dans les soutes des avions, puisqu'on est sur un contrôle de bagages de soute à 100%. La dernière génération de tomographes est capable de détecter tous les différents types de matières dangereuses. Un bijou de technologie d'une valeur d'1 million d'euros. C'est comme un IRM, il analyse toute la matière à l'intérieur du bagage pour déterminer s'il y a un risque de présence d'explosifs. 5 mètres de long et plusieurs tonnes, le tomographe fonctionne sur le principe d'imagerie par résonance magnétique qui équipe nos hôpitaux. Le générateur rotatif à rayon X scanne le bagage dans tous les sens pour identifier les matières contenues. Un logiciel informatique reconstitue, lui, une image en 3D en temps réel. Ensuite, un algorithme permet de comparer la menace aux multiples explosifs répertoriés dans son immense base de données. Un pain d'explosifs, par exemple, serait visible en jaune, comme tout composé organique, tandis qu'une arme à feu, généralement constituée de métal, apparaîtra en bleu. Chaque bagage est ainsi entièrement disséqué en quelques secondes seulement. Les nouveaux tomographes d'Orly analysent 900 bagages par heure. Le temps moyen d'acheminement d'un bagage
est de l'ordre de 6 à 8 minutes. Ce temps d'acheminement peut monter jusqu'à 10-12 minutes en fonction du type de contrôle sûreté complémentaire qui s'avère nécessaire. Car effectivement, en cas de substance suspecte repérée, le bagage est immédiatement retiré du système pour subir une inspection plus poussée. Les machines laissent alors la place aux chiens détecteurs d'explosifs. C'est le niveau ultime de l'inspection. L'odorat de ces chiens est infaillible. Mais le risque majeur aujourd'hui, c'est l'attentat terroriste. Le bâtiment d'Orly 3 a été totalement conçu pour être à la pointe de la technologie en matière de sûreté aérienne. À l'origine d'Orly, en 1960, la sûreté n'existait pas. Il n'y avait aucune contrainte. Les bâtiments, en fait, n'avaient pas été conçus et pensés pour intégrer finalement tous ces nouveaux dispositifs de contrôle. Pour répondre aux exigences renforcées de sûreté, de nouvelles infrastructures ont été installées au sein d'Orly 3, sur près de 2500 mètres carrés. Pour embarquer, tous les passagers doivent franchir ces postes d'inspection filtrage que l'on appelle les PIF dans le jargon. La sûreté occupe environ 1/5 de la surface totale du bâtiment. Les zones de PIF, en 2010, la profondeur, c'était 9 mètres. Aujourd'hui, c'est 28 mètres. Désormais, 6 personnes peuvent se préparer en même temps, contre une seule dans les anciens systèmes. Pour déceler si les bagages cabines contiennent des matières explosives ou des armes, ils passent tous par une machine à rayon X. Dans le même temps, les passagers sont, eux, inspectés par un portique détecteur de métaux. En cas de doute, c'est désormais un détecteur électromagnétique qui scrute vos chaussures, vous évitant ainsi de vous déchausser. Des bandelettes de prélèvement servent à collecter des traces suspectes sur votre peau ou sur vos vêtements avant d'être analysées chimiquement. Objectif, déceler en quelques secondes seulement d'éventuels composants ayant pu servir à fabriquer une bombe ou des armes chimiques. Mais la grande nouveauté qui permet à Orly 3 d'être ultra performant en matière de sûreté, c'est ça, le body scanner. Alors, bonjour madame. Bonjour. Je vais être sur le schéma. Ces machines automatiques sont capables d'inspecter les passagers de la tête aux pieds et permettent des vérifications beaucoup plus poussées que les portiques de détection de métaux. La technologie du body scanner s'appuie sur les ondes radio-millimétriques. Elles traversent les vêtements et rebondissent sur le corps. Les émetteurs tournent autour du passager et reconstituent en temps réel une image tridimensionnelle. Le contrôle ne prend que 3 secondes. L'opérateur peut ainsi détecter immédiatement tous les objets dissimulés sans être obligé d'effectuer une fouille sur le passager. C'est moins d'intrusion physique sur la personne, tout en ayant le même niveau, voire un niveau meilleur en matière de détection. Si la sûreté est devenue en 20 ans la priorité des aéroports comme Orly, les postes d'inspection répondent à une autre préoccupation, la fluidité des passagers au sein du bâtiment d'Orly 3. La sûreté guide toute l'organisation des flux dans le terminal et le parcours du client. Nous avons amélioré la fluidité avec cette nouvelle génération de postes d'inspection filtrage. Grâce à ces nouveaux postes, la totalité des contrôles de sûreté n'excède pas les 10 minutes. Et Orly s'est également doté de nouveaux équipements pour les passagers qui partent à l'étranger. Des sas individuels entièrement automatisés qui permettent de contrôler en un temps record l'identité des voyageurs munis d'un passeport biométrique. Plus d'1 milliard de personnes en sont déjà dotées. Photos d'identité et empreintes digitales sont désormais stockées sur une puce électronique indétectable et infalsifiable. Invisible à l'œil nu, cette puce est également impossible à sentir au toucher. Et pourtant, elle est bien là, à l'intérieur d'une page inviolable, mieux sécurisée qu'un coffre de banque. Ce sont ces données qui seront décryptées grâce à la technologie dans ces nouveaux sas de contrôle baptisés PARAF, pour passage automatisé rapide aux frontières extérieures. Première étape, le passeport biométrique est scanné.
Le système identifie le voyageur et se connecte ensuite à des bases de données comme celle de la police nationale. En 6 secondes, l'authenticité du document est vérifiée. La dernière génération Paraf, dont est doté Orly 3, y ajoute même la reconnaissance faciale. Une fois dans le sas, plusieurs caméras prennent des clichés et ces images sont comparées aux données biométriques du passeport. 12 secondes maximum sont ainsi nécessaires pour passer la frontière grâce à ces machines sophistiquées. Mais tous ces systèmes de sûreté ne protègent pas contre le risque majeur que redoutent tous les aéroports. Un attentat à la bombe au cœur d'une aérogare, comme celui qui s'est produit en Belgique à l'aéroport de Bruxelles. Une explosion a blessé des passagers, non pas directement par l'explosion, mais par l'environnement. L'environnement, c'était à la fois les façades et le plafond qui s'est effondré et a donc blessé des passagers. Pour éviter ces conséquences dramatiques, les ingénieurs et les architectes ont développé une solution innovante. Ces plafonds sont constitués de différents tubes de polycarbonate. Cette caractéristique d'être à la fois très léger et surtout totalement ajouré. En cas d'explosion, le souffle passe à travers les tubes. Et même s'ils tombent, vu leur faible poids, aucun blessé ne sera à déplorer. Mais Orly 3, c'est aujourd'hui une immense cathédrale de verre construite avec 9500 mètres carrés de baies vitrées, qui sont un piège mortel pour les passagers en cas d'explosion. Là encore, la technologie a permis de relever le défi de la sûreté. Orly a fait appel à ce qu'il y a de mieux. Installée dans le nord de l'Espagne, cette entreprise est spécialisée dans le verre high-tech. Pour Orly, elle a conçu un vitrage particulièrement résistant. C'est essentiellement un double vitrage composé de 2 feuilles de verre qui sont maintenues entre elles et qui permettent ainsi à l'ensemble du volume de rester en place et de ne pas avoir d'éclats vulnérants pouvant blesser des passagers. Sûreté, mais aussi confort. Le nouvel Orly fonctionne 7 jours sur 7, 365 jours par an, été comme hiver. Et l'été, à cause de la conception tout en verre et acier d'Orly 3, la température peut s'envoler. La conception d'un bâtiment de ces dimensions en charpente métallique et avec des façades vitrées très importantes est assez compliquée au gré des saisons pour parvenir à trouver la bonne température au bon moment, la bonne ventilation au bon moment à l'intérieur du bâtiment. Là encore, la solution est passée par la qualité des vitrages. Nous avons mis en œuvre des vitrages très spéciaux, des doubles vitrages à haute performance thermique qui permettent de maîtriser tous les apports solaires l'été. Avril 2019, Orly 3 ouvre enfin ses portes. Un bâtiment flambant neuf de 200 mètres de long, 14 portes d'embarquement et des aménagements dernier cri. Avec, au beau milieu, un ouvrage destiné à marquer les esprits. Un mur d'eau géant de 9,50 m de haut qui s'étend sur 65 mètres. C'est une innovation, une nouveauté pour un aéroport comme Orly. C'est très bénéfique, ça apporte de la sérénité et je pense que ça pourrait être un peu l'emblème d'Orly. Les passagers se souviendront qu'à Orly, il y a un mur d'eau. C'est un ouvrage remarquable qui n'existe nulle part ailleurs à travers le monde entier. C'est dans ces conditions que l'aéroport pourra accueillir les 600 000 nouveaux passagers attendus en plus l'année prochaine. Mais impossible pour Orly d'augmenter sa fréquentation sans avoir des pistes en parfait état. Les pistes, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie d'un aéroport. C'est un lieu aussi de très haute sécurité. Si on a plus de passagers, on aura certainement des avions soit mieux remplis, donc plus lourds, soit plus gros. Forcément, ça va avoir un impact sur la circulation, les voies de circulation et l'usure globale de l'infrastructure. Pour accueillir ces 33 millions de passagers annuels, Orly possède 2 pistes principales. La numéro 3 au sud et la numéro 4, la plus impressionnante, avec 3600 mètres de long. Malgré une moyenne de 630 vols chaque jour, répartis entre 6 h du matin et 23 h 30, le revêtement des pistes d'Orly n'a pas été rénové depuis 10 ans.
Une piste a une durée de vie. Au bout d'un moment, le revêtement sur lequel les appareils se posent se dégrade. Surtout quand il s'agit de gros porteurs comme les Boeing 747 ou 777. Certains professionnels les affublent du nom peu flatteur de tueurs de piste. Voilà ce qui se passe quand un avion de 300 tonnes touche le sol à plus de 250 km/h. Sous la violence répétée des impacts, le revêtement souffre. Et au bout d'un certain temps, même une piste conçue pour résister se fissure. Résultat, des morceaux de bitume peuvent se détacher. Et ils sont particulièrement dangereux pour les avions. 4 fois par jour, des équipes inspectent les pistes. Elles n'ont que quelques minutes entre deux vols pour repérer les fissures, les trous ou encore les objets dangereux. C'est bien pris d'inspection 3, pénètre à 4 véhicules, te rappellerai 0624 dégagé, contrôlé, inspection. C'est un gros trou de plus de 30 à 40 cm de largeur. Quelque chose de très pénalisant. Été 2016. C'est dans cette période très particulière qu'Orly décide de lancer la rénovation de la piste 4. L'été n'est pas forcément la période la plus chargée pour Orly. Bizarrement, on a un mois de juillet très fort, un mois d'août qui l'est un peu moins, et une reprise de trafic qui a lieu début septembre et qui, là, en revanche, est très soutenue jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mais fermer une piste est une décision qui doit être mûrement réfléchie, car elle a de lourdes conséquences. Ça veut dire que pendant toute la durée des travaux, l'essentiel du trafic, qui d'habitude est exploité avec 2 pistes, il va falloir qu'on le passe sur une seule piste. Il faut qu'on envisage absolument combien de vols par jour on va pouvoir être en capacité d'accueillir sur les infrastructures restantes. Et les premiers impactés sont les compagnies aériennes et les riverains. Ça limite le nombre de mouvements, décollage et atterrissage, et ça contraint aussi les circulations des avions sur l'aéroport. Pour nous, compagnies aériennes, c'est significatif principalement de retard pour nos clients et dans les rotations de nos avions. Voilà pourquoi cette rénovation est menée tambour battant. 5 semaines seulement pour refaire la piste. Une piste constituée d'un premier matelas de près d'1 mètre de sable et de gravier, recouvert par des carrés de béton de 40 cm d'épaisseur. Pour résister aux centaines de tonnes des avions, ce béton est renforcé par des tiges métalliques. Et pour que les appareils atterrissent sur cette surface très dure, une couche supplémentaire de 30 cm de bitume est ajoutée en revêtement final. Une piste d'un aéroport, c'est quand même une structure très particulière. Il y a une largeur réglementaire, il y a une longueur avec des dispositifs d'arrêt qui font qu'effectivement, on ne construit pas une piste n'importe comment, ce n'est pas une simple route. Commence alors la rénovation des 165 000 m² de surface de la piste 4. L'équivalent de 65 terrains de foot. Un chantier titanesque, réunissant 40 entreprises. Près de 700 personnes s'activent jour et nuit. Une organisation millimétrée, même les matériaux ont été amenés sur place bien avant le début du chantier, pour éviter les retards. Mais refaire une piste, ce n'est pas seulement rénover sa structure, c'est aussi rénover la signalisation. Un système complexe d'éclairage. On va avoir tout un dispositif de balisage qui va faire que la piste va être éclairée de nuit ou dans des conditions de visibilité réduite pour que les appareils puissent mieux se repérer. Car sur les pistes d'un aéroport, le balisage est partout, servant aussi bien quand l'avion est en approche, quand il atterrit ou décolle, ou encore quand il se déplace sur le tarmac. Pour qu'il soit compris par les pilotes du monde entier, le balisage aéronautique est universel. Ces repères lumineux indiquent l'axe de la piste et sa distance. Le toucher des roues est marqué par cette rangée blanche traversante. Une fois posé, l'avion doit rester juste en dessous de ces signaux centraux. Ils lui garantissent d'être parfaitement aligné au centre de la piste pendant le freinage. Par sécurité, son extrémité est signalée par une nouvelle rangée de lumière perpendiculaire et rouge.
Au total, 220 km de fils électriques et près de 2000 feux de balisage à changer rien que pour cette piste. Une quantité impressionnante d'ampoules. Alors, pour être un aéroport du 21e siècle plus respectueux de l'environnement, Orly prend une décision. On a intégré un balisage à LED qui est beaucoup plus économique à la fois en termes de consommation d'énergie, mais également en termes d'entretien. En matière d'éclairage, il existe aussi un système d'aide à l'atterrissage, la phase de vol la plus dangereuse. Orly profite de sa rénovation pour en installer la dernière version. On a également intégré un système qu'on appelle un PAPI, qui est une aide à la visualisation de la piste et qui va permettre en fait à un appareil de se poser dans les meilleures conditions. Le PAPI, ce sont ces 4 lumières à droite de la piste. Elles indiquent les altitudes à respecter pour une approche en toute sécurité. Ici, en vert. L'objectif, c'est d'avoir 2 lumières rouges et 2 blanches. Si l'avion est trop bas, au lieu d'en avoir 2, il en aura 3, voire 4. Une indication essentielle pour lui permettre de remettre les gaz et faire une nouvelle tentative d'atterrissage afin d'éviter un crash. La sécurité des pistes ne concerne pas seulement les zones de décollage et d'atterrissage. Car entre cette zone et les postes de stationnement, il existe une trentaine de kilomètres que l'on appelle des taxiways et sur lesquels les avions circulent. Des zones qu'il a fallu aménager et agrandir. Problème, sous le bitume circule un réseau indispensable au bon fonctionnement de l'aéroport. Un réseau dont les ingénieurs ont pris particulièrement soin durant les travaux. Tout le système d'alimentation carburant des avions se fait par un réseau souterrain, ce qu'on appelle un oléo-réseau. Chaque année, 1 200 000 mètres cubes de kérosène sont acheminés depuis le terminal pétrolier du Havre et distribués par un oléoduc sur toute la plateforme. Une quinzaine de kilomètres de réseau circulent sous le tarmac et alimentent quelques 90 postes de stationnement avions. Avec Orly 3, une dizaine de nouveaux points carburants ont été aménagés. Les camions que l'on aperçoit souvent sous les ailes des avions ne sont donc pas des citernes. Ils sont destinés à acheminer le kérosène et à le filtrer. Il leur faut moins de 10 minutes pour approvisionner les 3000 litres de kérosène nécessaires à un vol Paris-Toulouse. C'est un peu comme si vous faisiez le plein de votre voiture en 10 secondes. L'autre grand défi du nouvel Orly, c'est de pouvoir continuer de se développer sans augmenter les nuisances subies par les riverains. Car c'est la particularité de cet aéroport installé seulement à 12 petits kilomètres de Paris. Tout autour, une incroyable densité urbaine, pas moins de 17 communes et des milliers d'habitants. Voilà pourquoi, dès les années 70, Orly doit interrompre son trafic de 23h30 à 6h du matin. Depuis, l'aéroport privilégie également certaines de ses pistes pour diminuer l'impact sonore. À Paris-Orly, on a 3 pistes. On exploite nos opérations au quotidien sur 2 pistes. Et on va veiller à ne pas utiliser la piste nord-sud, parce qu'elle survole beaucoup de populations qui habitent à toute proximité du seuil de piste. Cette piste nord-sud implique de survoler 4 communes. Créteil, Choisy-le-Roi, Orly et Savigny-sur-Orge. Les avions ne l'empruntent que lorsque la météo l'impose. En temps normal, l'aéroport privilégie les pistes 3 et 4. Et comme il faut toujours décoller face au vent, le sens des décollages et d'atterrissage alterne en fonction de son orientation. Malgré un couvre-feu et un plafonnement du trafic aérien, Orly a bien d'autres nuisances à combattre. Et on y travaille avec les compagnies aériennes et le contrôle aérien. C'est modification de trajectoire, modification des procédures d'approche. Si on retarde un peu la sortie du train d'atterrissage, on va réduire l'empreinte sonore. Les nuisances ne sont pas seulement sonores, mais aussi atmosphériques. En région parisienne, la pollution provoquée chaque jour par le transport aérien équivaut à la circulation d'1 million de véhicules. L'objectif est simple, c'est de réduire la consommation des avions, à la fois sur le tarmac et en approche et au décollage. Pour permettre à des plateformes comme Orly de se développer dans un environnement urbain, parce que c'est leur seule chance aujourd'hui de pouvoir continuer leur croissance. Pour leur venir en aide, les ingénieurs ont mis au point une innovation étonnante. Son nom, OptiClimb.
Cette avancée technologique est une révolution dans la gestion de la consommation de kérosène. Vol, météo, type d'avion, ce logiciel s'appuie sur une quantité incroyable d'informations. On a compilé des millions d'heures de vol et on les a mis dans un logiciel d'intelligence artificielle pour optimiser les trajectoires. Résultat, là où les trajectoires des avions au décollage étaient standardisées quel que soit le type d'appareil et son poids, le logiciel détermine une route personnalisée pour chaque décollage. En comparant les vols déjà effectués, OptiClimb est capable de proposer aux pilotes la meilleure pente et le régime moteur le plus économique. À l'arrivée, c'est une réduction de 5 à 6% des émissions de gaz à effet de serre, avec en plus une diminution du bruit. C'est un peu comme de l'éco-conduite appliquée à l'aviation et c'est vraiment au niveau du pilote que ça se passe. Le problème, c'est que les avions sont aussi très polluants quand ils évoluent sur le tarmac, car leurs moteurs ne sont pas conçus pour rouler. Orly a donc créé un dispositif très innovant appelé la GLD, la gestion locale des départs. On a développé avec le contrôle aérien un programme qui optimise en fait le temps de roulage des appareils au sol. Un des exemples, donc, c'est de pouvoir éviter que les avions soient à l'arrêt au seuil de piste avant de décoller. En fluidifiant le trajet des avions entre leur poste de stationnement et leur piste d'envol, le nouveau logiciel permet aux avions d'éviter de perdre du temps avant le décollage. Là encore, c'est de la pollution en moins. On va pouvoir faire que l'appareil aura un temps d'attente qui soit le plus faible, voire inexistant, quand il va arriver au seuil de piste pour se présenter pour le décollage. À la différence de ce qu'on peut voir dans certains pays étrangers, notamment aux États-Unis, où sur des périodes de pointe, on voit quantité de files d'avion. À Paris-Orly, ça n'existe pas. Et c'est comme ça, plusieurs milliers de tonnes de kérosène qui sont consommées en moins par an, et à la clé, plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2 qui ne sont pas rejetées de ce fait. Les compagnies aériennes ont estimé que 8% de carburant pouvait être ainsi économisé chaque année. Pour l'aéroport d'Orly, c'est une réduction conséquente de son empreinte écologique. Sûr, confortable, plus écologique, pour son entrée dans le XXIe siècle, Orly se doit aussi d'être encore plus connecté au centre de Paris. Alors qu'aujourd'hui 80% des passagers arrivent par la route, en 2024, un métro les déposera au pied de leur avion. Une première en France. On attend avec impatience la mise en service de la gare du Grand Paris en 2024, qui mettra Orly à 20 minutes du centre de Paris, et ça permettra bien sûr de décongestionner le réseau routier de la plateforme sur les moments de pointe. On va changer profondément la façon des Parisiens, des Franciliens, de se déplacer pour rejoindre l'aéroport. Et donc on va améliorer l'accessibilité en fait à l'aéroport. Mais pour desservir l'aéroport, le métro va devoir passer sous le tout nouveau bâtiment d'Orly 3. Pour éviter qu'il ne s'écroule à cause des travaux, les ingénieurs ont imaginé des fondations très particulières. Et donc nous avons calculé, dimensionné ces fondations pour qu'elles permettent d'être transpercées à un moment donné, en assurant évidemment la rigidité et la solidité de l'ouvrage. La résistance du bâtiment repose sur 400 pieux, d'immenses poteaux de béton, dont certains s'enfoncent jusqu'à 33 mètres de profondeur. À l'endroit où doit passer le métro, des parois renforcées ont été disposées, puis recouvertes par une plateforme de béton. De quoi permettre aux tunneliers de creuser sans risquer de fragiliser l'ensemble de l'édifice. Mais pour accueillir le métro, encore faut-il qu'Orly se dote d'une gare. Elle sera construite au beau milieu de l'aéroport. C'est une opération à cœur ouvert puisqu'il va falloir créer un espace dans lequel on va insérer la gare. Le chantier vient de démarrer avec un énorme trou de 35 mètres de profondeur. Terminée dans quelques années, cette gare sera prête à recevoir les métros. Après 4 ans de travaux, 1 milliard d'euros investis, Orly s'offre un nouveau départ. Plus qu'une rénovation, il s'agit d'une révolution.
Un aéroport, il est toujours en évolution. Et donc finalement, eh bien, c'est notre rôle à nous, gestionnaires de l'aéroport, de pouvoir anticiper ces besoins et faire évoluer l'aéroport pour bien être toujours au rendez-vous à la fois des attentes des passagers, des attentes des compagnies aériennes. Ce chantier géant est impressionnant. Avec des pistes désormais dotées d'équipements de sécurité dernier cri, sa tour de contrôle entièrement repensée pour absorber la croissance du trafic passager, et au cœur du nouvel Orly, un bâtiment flambant neuf sorti de terre en un temps record. Défi technique et technologique, ce chantier est aussi une histoire d'hommes et de femmes, tous fascinés par cet aéroport mythique qui continue de faire rêver des générations de voyageurs.